Bonsoir et bienvenue dans 28 minutes avec une icône littéraire en exclusivité. Notre première invitée est Ludmila Ulitskaya, la plus célèbre des romancières russes. Elle est à Paris pour le Salon du Livre et à 3 jours de l'élection présidentielle russe, le point de vue de celle que les cercles du Kremlin traitent d'ennemis de la patrie sera évidemment passionnant. L'actualité du jour, c'est la fronde des retraités, les retraités français. Ils étaient dans la rue partout en France pour protester contre la baisse de leur pouvoir d'achat. Les seniors s'estiment sacrifiés par le gouvernement d'Édouard Philippe. Pas du tout, leur répond Emmanuel Macron, qui leur demande tout simplement un effort de solidarité intergénérationnelle. Nous en débattrons et puis nous reverrons à la fin de l'émission comment réagit la Grande-Bretagne vis-à-vis de la Russie après l'empoisonnement d'un ancien agent double et comment Wes Anderson, le cadre du cinéma féerique pour adultes, Wes Anderson, l'américain, conçoit son public à 4 pattes et ça n'est pas porno. Et ça, ce sera avec Monsieur Maudieu et Saltiel. Bonsoir Nadia Dame. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Benjamin Sportouche. Bonsoir Elisabeth. Mes complices pour recevoir quelqu'un, Ludmila Ulitskaya, bonsoir. Nous sommes heureux de vous avoir avec nous. Vous êtes l'auteur de ce nouveau roman qui vient de paraître chez votre éditeur adoré, Gallimard, L'échelle de Jacob. Et une question tout de suite, votre venue avec la délégation officielle russe au Salon du Livre n'était pas acquise. Et il y a eu des interrogations et vous avez finalement décidé d'animer 2 rencontres dimanche, mais ça n'était pas du tout gagné d'avance. Vous savez, je suis venue ici sur l'invitation de l'édition Gallimard et je suis ravie à l'apparition de mon nouveau livre. Et ce n'est pas mon premier livre, c'est un 16e, donc c'est tout à fait logique dans la continuité de mon œuvre. Et je pense que toutes ces péripéties liées à l'invitation à la délégation officielle ou non ne sont pas significatives. Ce qui compte, c'est que mes œuvres paraissent ici. J'espère qu'ils seront bien accueillis par les lecteurs français. Les lecteurs russes l'ont déjà bien accueilli, même si c'est un livre assez lourd. Ce n'est pas un livre qu'on pourra lire dans les métros, dans les transports. C'est un livre qui demande un vrai investissement personnel, mais qui interpelle, et j'espère que ce livre sera bien accueilli. Ce livre sera forcément bien accueilli car les lecteurs français vous adorent. On va évidemment évoquer avec vous la littérature et la Russie d'aujourd'hui, c'est-à-dire la Russie poutinienne. Mais d'abord, votre portrait, votre empreinte digitale réalisée par Emmanuel Lebert. En tapant votre nom sur Internet, en caractère cyrillique ou pas, on s'aperçoit que vous êtes une grande écrivaine au visage penché sur les photos. Née dans une petite ville située à 1323 km à l'est de Moscou, au pied de l'Oural, de parents juifs assimilés, rien ne vous prédestinait à une carrière littéraire, sinon peut-être votre goût pour la dissidence. Après des études en biologie et une carrière dans l'enseignement bien tracée, vous vous faites épingler par le pouvoir soviétique pour avoir prêté à des dissidents votre machine à écrire pour réaliser un tapuscrit du docteur Jivago, alors interdit. Vous êtes remercié. L'occasion pour vous d'écrire enfin tout haut ce que vous pensiez tout bas. Votre reconnaissance ne tarde pas à venir, d'abord de l'étranger. Vous obtenez le prix Médicis étranger en 1996 pour votre premier roman, Sonietchka. Suivent romans, nouvelles, livres pour enfants, pièces de théâtre publiées dans 40 pays. Au nez et à la barbe des généraux russes, vous obtenez en France kyrielle de médailles, chevalier de l'ordre des palmes académiques, puis des arts et lettres, officier de la Légion d'honneur, sans oublier le prix Simone de Beauvoir. Fine observatrice des changements de la société russe autant que des rapports humains, vous placez la littérature au-dessus de tout et face à l'oppression. Engagée contre l'élection de Poutine en 2012, cible privilégiée des pro-nationalistes, vous vivez à Moscou, mariée au sculpteur Andriy Krassoulin et mère de 2 garçons. Mais qu'est-ce qu'on vous reproche au fait? D'être une femme, une artiste, une opposante? Dans votre dernier roman, L'échelle de Jacob, vous retracez l'histoire de votre pays et d'une famille sur 4 générations. Un récit légèrement autobiographique. Vous avez vécu sous 6 dirigeants, alors parmi Staline, Khrouchtchev, Brejnev, Gorbatchev, Helsinki et Poutine, lequel d'entre eux a involontairement le mieux servi votre succès? Ludmila Ulitskaya, c'est votre grand-mère. C'est une photo de Maroussia, votre grand-mère, qui est en couverture de L'échelle de Jacob que vient de publier Gallimard. C'est une saga familiale, votre nouveau roman. Vous faites un constat sur 100 ans de l'histoire russe. Vous dites, on a assisté à la disparition des esprits libres, des esprits qui doutaient et qui résistaient.
vous êtes pourtant l'incarnation d'un de ces esprits qui résistent. Vous savez, je pense que le problème russe, c'est un problème classique qui se pose en termes classiques, l'opposition entre l'homme, l'être humain et l'État. Et c'est souvent une opposition, plus ou moins ferme. Moi, j'ai vécu sous Staline, même si j'avais 10 ans. Quand Staline est mort, ce jour s'est gravé dans ma mémoire. Et représente un événement très important pour moi. Je pense que l'homme doit construire sa vie indépendamment du pouvoir, trouver son propre cheminement, ses propres sens, son identité, qui est un parcours, est un itinéraire de sens, et être indépendant de pouvoir. Quand j'étais jeune, déjà j'ai compris que je voudrais être indépendante et j'ai besoin de cette indépendance et c'est le plus grand bonheur de ma vie. Tout le monde ne peut pas réaliser souvent une telle portée parce que souvent on tombe dans la dépendance du pouvoir et ça peut être néfaste. Vous dites, les Russes ont l'amour de la main de fer. Est-ce que cet amour de la main de fer explique que Vladimir Poutine, main de fer s'il en est, va être réélu dimanche ? Je pense que ce n'est vrai qu'en partie, parce que vous savez que seulement en 1867 qu'on a aboli l'esclavage en Russie, et alors qu'on lançait le métro à Londres. Et il faut tenir compte de ces décalages historiques. C'est vraiment un décalage civilisationnel. Et ce n'est pas un diagnostic pour l'avenir, mais on sait que chaque pays a sa cadence de développement, ses difficultés et le chemin, ses d'embûches. Vous savez que le XXe siècle a été très très lourd pour la Russie. A commencé en 1904 par la guerre entre la Russie et le Japon, et ensuite c'était un siècle de guerre. On peut dire que c'était 100 ans de guerre. Les guerres, l'une qui cessait, l'autre qui recommençait. Et cet état de guerre permanent a déformé l'état des consciences. Et nous tous portons cette marque de la conscience déformée, aussi déformée par un pouvoir très répressif, liberticide, qui allait contre la dignité humaine. Alors, justement, Ludmila Ulitskaya, est-ce que vous avez l'impression que la France, par exemple, est trop complaisante à l'égard de Vladimir Poutine, qu'on ne se rend pas compte à quel point il peut être liberticide et atteindre à la liberté donc même des auteurs, des artistes comme vous? Vous savez, je ne suis pas partisane de Poutine. Et même, je pourrais dire que je suis en dehors de la politique parce que je pense que la culture est beaucoup plus importante pour l'humanité, pour la civilisation que le politique. La culture prime sur le politique. Et donc, j'espère la raison va gagner. Aujourd'hui, on assiste effectivement à une montée de militarisme. Cette culture du militarisme est profondément, j'ai un rejet profond et j'ai même un mauvais pressentiment. Mais j'espère que la raison va gagner. Et dès lors, l'attitude de l'Europe, l'attitude du monde entier est très importante pour contenir cette agression qui vient de la Russie. Parce qu'on assiste aujourd'hui à la nouvelle page de la guerre froide et je suis très attristée. Nadia, parlons de l'argent, des oligarques qui entourent Poutine et de la plutocratie. Oui, c'est un aspect de la vie de Vladimir Poutine dont on parle assez rarement. Il est riche, il est très riche parce qu'il aime beaucoup l'argent. Il a la tête d'une fortune qui est estimée à 200 milliards de dollars, alors qu'il y a une version officielle. Officiellement, il dit ne gagner que 133 000 dollars par an et ne posséder qu'un petit appartement à Moscou. Il y a eu des enquêtes sur son entourage et sur lui-même. Et c'est un pactole qui avait été révélé par l'opposant, Boris Nemtsov, qui a été assassiné en 2015.
phrase. Il évoquait des palais, des villas, des avions, des hélicoptères, des montres de luxe. Est-ce que le rapport qu'entretient Vladimir Poutine à l'argent, ça a changé sa manière, ça change sa manière de diriger le pays par rapport à un Staline, par exemple? Qu'est-ce que ça change? Vous savez, c'est une révélation. Pour moi, c'est la première fois que j'entends ces chiffres, mais ça ressemble à une vérité. Je suis étonnée. Je suis étonnée, mais je ne peux pas le revérifier. Mais vous savez que si quelqu'un, d'un coup, mange 3 kilos de caviar, il va être tué. Son foie ne va pas résister. Donc, c'est un peu comme ça. Accumuler tous ces pactoles, à quoi bon? À quoi ça sert pour une existence humaine? Si c'est la vérité, c'est vraiment le non-sens, la folie la plus complète. On ne peut pas réaliser à quel but on peut... Parce que moi, je suis quelqu'un plutôt qui est de l'esprit protestantisme. Et je suis quelqu'un qui n'aime pas jeter, qui est très économe. Donc, cette idée d'accumuler des pactoles fous et cette possession me semble complètement folle. Donc, je ne peux pas psychologiquement comprendre les ressorts de telle plutocratie. Une telle cupidité. Une dernière question. Irez-vous voter? Est-ce que ça vaut la peine d'aller voter dimanche? On a vu l'opposant Navalny qui appelle au boycott. Est-ce que ça vaut la peine de voter, d'exprimer, de faire ce geste? Vous savez, il y a deux positions et ce sont deux positions contraires. Certains prônent la nécessité du vote pour jouer, et infléchir la situation. D'autres défendent au contraire la position du boycott. J'ai entendu les uns et les autres et je pense que tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est plutôt une déclaration pour l'avenir. Parce que rien ne se joue dimanche, tout est joué d'avance. Et donc, dans le contexte de l'avenir, je vois maintenant une nouvelle figure. Par exemple, Ksenia Sobchak, c'est une figure très, très sympathique pour l'avenir. Maintenant, dimanche, je pense que dans le scrutin actuel, son score sera très minime, mais peut-être c'est une figure politique de l'avenir. Et par exemple, en 2012, effectivement, j'ai été dans les rangs de ceux qui ont manifesté et qui étaient dans la position. Mais maintenant, je pense que ceux qui osent de sortir dans les rues et adresser les débats, c'est notre futur président. Parce que même si le pouvoir actuel s'accroche à ce poste, à ce pouvoir, tôt ou tard, il y aura un changement, un vent de changement. Et il faudrait s'attendre à ce changement. Et je pense que dans 6 ans, on verra ce nouveau président. On verra dans 6 ans. Merci, spasiba, Ludmila Ulitskaya, L'échelle de Jacob, dernier roman chez Gallimard, une saga familiale bouleversante, et Maroussia en couverture. Merci infiniment d'être passé sur le plateau de 28 minutes et d'être venu sur Arte. On passe à un débat sur la colère des retraités en France. Ils battaient le pavé aujourd'hui. Ils s'estiment lésés, ayant travaillé toute leur vie. Le gouvernement invoque un devoir de solidarité intergénérationnelle. Les retraités doivent contribuer aux futures retraites des actifs, nous quoi, qui ne connaîtront pas la sécurité de l'emploi. On en parle après la mise au point de Sandrine Le Calvez. Pour certains, c'était leur première manifestation. Dans toute la France, comme ici à Marseille, les seniors étaient dans la rue pour défendre leur pouvoir d'achat. Ils ne digèrent pas la hausse de 1,7% de la CSG qui touche les retraites de plus de 1 200 € net par mois. Ça, c'est le compte qu'on me prend par mois. Et à l'année, ça me fait 381,48 €, monsieur. Est-ce que c'est normal sur ma retraite? Je ne le supporte pas. Les seniors se rebiffent et le président est régulièrement interpellé, comme hier à Tours. Là, vous nous avez vraiment pompé. À force, son argumentaire est bien rodé. Oui, mais je vais vous expliquer. On a travaillé toute notre vie. Et vous avez travaillé toute votre vie pourquoi? Pour avoir une retraite. Non. Si vous regardez le système français tel qu'on l'a, vous avez travaillé toute votre vie pour payer la retraite de vos aînés. Et vous, votre retraite, c'est les jeunes qui vont la financer, c'est les actifs actuels. Je suis aussi obligé de remettre en marche l'économie du pays. Et donc, la CSG, on ne l'a pas fait pour pomper, comme vous dites. Ça fait jamais... on n'est pas content. Ça fait jamais plaisir, mais je l'assume.
Emmanuel Macron assume privilégier les actifs pour pérenniser le système de retraite et la protection sociale, alors que la population française vieillit. Le financement de la prise en charge des seniors à domicile ou dans des structures dédiées est même un vrai défi à relever. D'autant que depuis plusieurs mois, le personnel soignant alerte sur le manque de moyens et d'effectifs. Quand on a à peine 10 minutes pour faire la toilette, faire le lit, habiller le résident, c'est un peu court. Il y a des résidents qui nous appellent les courants d'air des fois. Les professionnels de l'aide aux personnes âgées étaient eux aussi dans la rue aujourd'hui. Les seniors sont-ils les oubliés du quinquennat Macron? Ces baby-boomers qui ont connu le plein emploi sont-ils pour autant des privilégiés? Ça alors, quelle question. Serge Guérin, sociologue, spécialiste des seniors, vous avez écrit avec Pierre-Henri Tavoyot, le philosophe, le frère de l'apiculteur, la guerre des générations aura-t-elle lieu? Et vous considérez qu'il est normal qu'un retraité soit plus riche qu'un jeune de 18 ans, faire payer les vieux, les seniors? Vous dites les vieux. Parce qu'ils sont vieux et surprenants, pourquoi créer autant d'opposition entre les générations? À côté de vous, Frédéric Bizarre, vous êtes l'auteur, bonsoir, économiste et spécialiste de questions de protection sociale, l'auteur de Protection sociale, précisément pour un nouveau modèle chez Duno. Selon vous, Frédéric Bizarre, faire contribuer les retraités est justifié. Ceux qui manifestent aujourd'hui sont bien sympathiques. Pas sûr qu'ils soient sympathiques, mais enfin, c'est ce que vous dites, qu'ils se trouvent sympathiques eux-mêmes, mais ce sont plutôt les futurs retraités qui ont des raisons de gueuler, de râler, car si on ne fait rien, ils connaîtront une chute drastique de leur niveau de vie. Et enfin, Stéphanie Villers, économiste au groupe de protection sociale Humanis. Bonsoir. Selon vous, en taxant davantage les retraités, Emmanuel Macron n'abandonne pas les seniors, mais il veut plutôt valoriser une catégorie très particulière, les salariés du privé. Vous nous expliquerez comment ça se fait, ce mécano, pour privilégier les salariés du privé. Mais on va démarrer avec une question d'un de nos internautes. Oui, un téléspectateur qui voudrait savoir si les pays voisins, si les pays voisins, sont plus solidaires des personnes âgées que la France. Frédéric Bizarre, est-ce que déjà sur le plan économique, comment ça se passe ailleurs? Mais est-ce qu'en France, on a un rapport particulier avec la vieillesse? Est-ce qu'on a une représentation culturelle des personnes âgées différentes? Sur le plan économique, sur le plan des dépenses de protection sociale, on a quand même sorti ce groupe de personnes âgées en 30 ans de la pauvreté en dépensant. On est le deuxième pays qui dépense le plus pour les retraites après l'Italie, à peu près 14 points de PIB. Et on a aujourd'hui, parmi les retraités, un taux de pauvreté qui est le plus faible de l'ensemble des générations. Donc, de ce point de vue-là, on a plutôt valorisé les retraités, on les a sortis de la vieillesse avec un niveau de vie qui est équivalent à celui des actifs. Sortis de la pauvreté. Oui. Sortis de la pauvreté, pardon. Sortis de la vieillesse, ils aimeraient bien, mais pas encore. Ça viendra peut-être un jour. Et donc, on est un des seuls pays avec les seniors qui ont un niveau de vie supérieur aux actifs. Une fois qu'on a dit ça, on peut quand même considérer que les retraités en France sont vus plus comme un coût que comme une opportunité. Sur la manière d'en parler. Or, on sait aujourd'hui que cette classe d'âge, qui est supérieure en nombre à la classe d'âge des moins de 20 ans, doit représenter une véritable force économique et sociale, et non pas simplement être vue comme un centre de coût. Donc je crois qu'il y a une évolution des mentalités, parce que ce n'est pas simplement une évolution des politiques, on pourra parler de la dépendance après, mais il y a une évolution des mentalités. Je prends pour finir juste la vision qu'on a des seniors sur le marché du travail est encore catastrophique. Résultat, on a un taux d'emploi des 60-65 ans qui est un des plus faibles au monde, parmi les pays développés. Alors, vous avez cité le PIB, un chiffre, on va l'affiner parce que c'est votre chiffre du jour, ce que représente ce qu'ils perçoivent les plus de 60 ans. 17,2%, c'est notre chiffre du jour. C'est la part du PIB français consacrée aux dépenses de protection sociale pour les plus de 60 ans. Entre 1979 et 2011, les dépenses ont progressé de 10 points pour nos aînés, moitié moins seulement pour les moins de 25 ans, pour les plus jeunes. Alors, est-ce que, Serge Guérin, c'est quand même pas la preuve flagrante qu'il y a un déséquilibre au profit des seniors depuis ces quasiment 30 dernières années, 40 dernières années? Il est juste que dans ces 40 dernières années, il y a eu plus de seniors. Donc, en fin de compte, il faudrait faire la répartition entre le nombre des seniors par rapport à c'est juste dû à leur nombre ou c'est parce qu'on a estimé qu'il fallait dépenser davantage pour eux? Voilà. Mais il y a quand même cet élément-là, il y a plus de monde. Quand on invente la retraite, quand on la développe complètement, après 45, il y avait 3 millions de personnes concernées. Aujourd'hui, il y a 16 millions de retraités. Donc ce n'est pas la même chose.
de ce point de vue-là. Donc en effet, il y a cette différence-là. Après, il y a d'autres éléments. On a aussi fait des choix. On a aussi pensé à un moment donné qu'il fallait remonter la pente parce qu'en effet, il y avait un fort taux de pauvreté chez les plus âgés. Enfin, voilà. Il y a tout ça qui a été mis en place. Et moi, je crois qu'il ne faut surtout pas opposer les uns aux autres. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'on était plutôt dans une culture du en même temps, du et tout ça. Et là, bing, d'un seul coup sur les vieux, c'est la division. Une culture un petit peu de l'opposition. Et il y aurait un peu les méchants vieux, riches, oisifs. Il y a des mots comme ça qui ont été sortis. Oui. Et puis les actifs. Je rappelle quand même, quelqu'un me disait, oui, mais tu comprends, là, ils font des manifestations et tout, mais enfin, ils ne peuvent pas se mettre en grève. Je dis, mais si. Mais Stéphanie Villard, vous avez l'impression qu'Emmanuel Macron oppose les uns et les autres, quand même, parce que c'est ce que vous dites. S'ils se mettaient en grève, il y a la question de la consommation. Alors, s'ils consomment, c'est aussi qu'ils ont des revenus. Mais c'est aussi qu'ils sont nombreux. Et puis, ils ne consomment pas que pour eux, ils consomment aussi pour les autres. Et puis, le deuxième élément, c'est que sans ces personnes-là, le tissu associatif, sans les bénévoles, il s'écroule. Les 23 millions d'heures des grands-parents toutes les semaines qui vont chercher les petits-enfants, s'ils font grève, comment ça se passe? C'est-à-dire qu'on ne voit que l'aspect productif et on ne voit pas tout le reste de la contribution des plus âgés. Il donne peut-être l'impression qu'il oppose les deux générations, mais par contre, c'est pas ce qu'il dit. Il dit au contraire, il faut une solidarité entre les générations. Il explique, ou je l'explique, parce qu'effectivement, il y a eu le baby-boom qui est devenu un pépi-boom. Ça veut dire qu'effectivement, il y a de plus en plus de personnes âgées qui partent à la retraite par rapport aux années passées. Je vous rappelle qu'au début, il y avait quand même 3 à 4 cotisants pour payer un retraité. Maintenant, on n'est plus que 2, même pas 2. Donc ça, c'est effectivement, ça pèse sur les salaires. Il est question d'avoir une solidarité réciproque, qui va dans les deux sens. Voilà, il faut déjà comprendre, les retraités doivent déjà comprendre qu'ils sont financés, ils sont payés par les actifs. C'est comme ça que notre système de répartition marche comme ça. Donc effectivement, au moment lorsqu'ils touchent leur retraite, ils ont payé aussi, lorsqu'ils cotisaient, ils ont payé pour... Mais non, mais la pression n'était pas la même. Justement parce qu'il y avait un nombre de retraités qui était beaucoup plus faible qu'actuellement, parce que les baby-boomers sont devenus des baby-boomers. Et donc ça pèse sur l'ensemble des salariés du privé et du public. Oui. Je crois qu'il y a 2 erreurs de fait par le gouvernement. Un, c'est ce que vient de dire Serge Guin, c'est d'avoir opposé un petit peu des blocs. Et ça, rien ne justifie ça. Mais je crois que la deuxième erreur, et elle est à mon avis plus grave, c'est d'avoir considéré les retraités comme un ensemble homogène. Or, vous avez au moins 2 générations. Vous avez les jeunes retraités qui sont extrêmement actifs et qui n'ont pas assez d'heures dans la journée pour occuper et faire tout ce qu'ils voudraient faire. Et puis vous avez les retraités plus âgés qui sont à risque de dépendance et donc qui n'ont rien à voir. Au sein de ce groupe-là, vous avez aussi une hétérogénéité très forte sur le plan socio-économique. Vous avez 25% des retraités qui gagnent moins de 1 000 euros. Bon, donc la question de faire financer la protection sociale aussi par les retraités n'est pas une question de les faire financer par les retraités en tant que retraités. C'est d'élargir la base de financement, de sortir simplement des revenus du travail et d'aller vers, d'ailleurs il faudrait aussi aller vers la consommation avec une TVA sociale et d'aller vers le capital avec la CSG. Il se trouve que la CSG impacte plus les retraités parce qu'ils ont un patrimoine plus important. Mais une partie des retraités ont un patrimoine. Donc je crois que là, il y a une erreur. C'est juste de les taxer davantage avec une CSG comme le fait Emmanuel Macron. En fait, ça fait partie de la solidarité intergénérationnelle. Autant la CSG, non mais il est justifié. Il n'y a pas d'autre moyen que soit d'aller vers la consommation, soit d'aller vers le capital. Tout le monde devrait être d'accord avec ça. Si on veut garder un niveau de protection sociale, c'est à peu près 500 milliards d'euros par an de dépenses. Si on veut garder un haut niveau de protection sociale, nous devons élargir la base de financement. Ça, c'est absolument indiscutable. Ou alors, on aura une baisse de la protection sociale. Attendez, vous reviendrez évidemment, Serge Guérin, mais on va évoquer précisément les disparités et le fait que les retraités n'est pas une masse homogène. Et déconstruire aussi peut-être quelques clichés. On a entendu cette semaine un député La République En Marche qualifier ces retraités de génération dorée, ce qui laisse entendre effectivement que c'est un groupe de nantis homogènes. Alors, ce n'est pas du tout ce que montrent les chiffres, vous en avez évoqué quelques-uns. Les retraités ont effectivement un niveau de vie supérieur à celui des actifs, mais la différence est quand même assez légère, parce que si on compte les pensions, les revenus du patrimoine, et c'est important, et les prestations sociales, le niveau de vie des retraités est supérieur de 6% par rapport au reste de la population. C'est quand même assez peu. Et surtout, c'est un groupe, vous le disiez, qui est très hétérogène. Je répète ce chiffre que vous avez donné. Un quart des retraités a une pension inférieure à 800 euros par mois. C'est même ça. Et avec 800 euros, on va quand même pas bien loin. On est en dessous du seuil de pauvreté. Et les retraités très aisés, et c'est vrai qu'ils existent, ils ne représentent qu'une toute petite partie de ce groupe. Seuls 10% des retraités gagnent plus de 3
3 250 €. Et l'autre cliché, vous le disiez, c'est que les retraités sont inactifs. Ça aussi, c'est quand même de moins en moins vrai, puisqu'aujourd'hui, on a 500 000 retraités qui travaillent pour arrondir les fins de mois, pour conserver du lien social. Et ce n'est pas pour autant qu'ils ont les moyens de partir en croisière, parce qu'un retraité qui travaille, homme, il gagne 940 € par mois au total, et c'est encore moins pour une femme. Serge Guérin, est-ce qu'on peut appliquer un traitement global pour un groupe qui est aussi disparate, tant au niveau géographique que social qu'économique? Non, je crois que, comme disait Frédéric Brizard, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on a une vision, c'est comme quand on disait la jeunesse. Ça ne veut strictement rien dire. Entre, moi, je suis prof dans une école de commerce à l'INSEC, le gamin qui sort, il trouvera du boulot. Il y a d'autres personnes qui sont moins formées, ainsi de suite. Pour les 16 millions de retraités, mais il y a une diversité de situations incroyable. C'est pas pareil si j'ai 65 ans et si j'ai encore des parents, par exemple. Et peut-être que ses parents commencent à pas bien aller. Est-ce qu'Emmanuel Macron stigmatise les retraités? Est-ce qu'il a un discours agressif? Il y a une tentation, oui. Et on voit, vous citiez aussi Éric Alauzet ou des gens comme ça, qui ont comme ça presque... il y a même du mépris derrière quand même. La génération dorée, tout ça. Enfin, quand on gagne ce que gagne un député, c'est toujours un peu bizarre, je trouve, de parler de génération dorée pour des gens qui gagnent peut-être 1 300 €. Enfin, à un moment donné, il y a quand même quelque chose de... C'est quand même une génération qui a connu le plein emploi. Stéphanie, en tous les cas, des conditions... Est-ce qu'au-delà de ça, disons, qu'est-ce qu'il n'y a pas un sentiment de déclassement de la part des jeunes aujourd'hui par rapport à leurs parents, qui ne peuvent pas acquérir un appartement aussi tôt que leurs parents, et globalement, ce sentiment-là, peut-être moins que la richesse accumulée. Il y a quelque chose, je trouve, de très intéressant. C'est assez compliqué, en fait, de savoir, d'opposer les générations. Là, il faut effectivement, ça ne sert à rien, parce que notre système, encore une fois, c'est tout le contraire. Enfin, en tout cas, les jeunes n'ont pas été manifestés dans la rue, et c'est plutôt là les retraités qui se disent, en fait, lésés parce qu'on leur a mal expliqué. Hein, et c'est juste un problème de pédagogie, vous croyez? Oui, et puis il y a aussi un problème, il y a une réalité. Il y a une réalité, effectivement, les retraités ne sont pas homogènes, et notamment, ils ne sont surtout pas homogènes entre les hommes et les femmes. Hein, puisque 39% d'écart entre les femmes et les hommes. Voilà, donc ça, c'est... Non, et en plus, c'est effectivement, comme la moyenne des retraites, c'est de l'ordre de 1 300 € quand on regarde la totalité. Si on enlève 40% de moins, ça fait à peu près en dessous de 1 000 €. Donc effectivement, ils doivent vivre avec... Et ça, il faut prendre effectivement la réalité, c'est qu'effectivement, il y a cette problématique qu'on retrouve dans la vie active avec des hommes qui gagnent plus que les femmes et qui sont effectivement après reportés au niveau de la retraite, des pensions. Et ça, c'est un réel problème. Juste faire remarquer qu'on oppose, mais par exemple, sur tous les sujets, il y a plutôt une tentation à dire le voisin il gagne plus que moi et ça m'énerve. Il y a quelque chose comme ça assez fort. Sur la question des retraites, non. Là, sur l'augmentation de la CSG, 71% des Français sont contre, par exemple. Même des gens très jeunes, parce que les gens, ils voient bien autour d'eux. Ils disent, mais mon grand-père, il n'est pas riche. Donc à un moment donné, on essaie d'opposer là où ça marche sans doute le mieux, c'est-à-dire autour de l'intergénération. Il y a plutôt une question sociale. Il y a plutôt, en effet, ceux qui ont des revenus. Ces retraités ont voté Emmanuel Macron, qui leur parlait de solidarité intergénérationnelle. Est-ce que vous pensez que cet argument peut porter chez des seniors qui sont aujourd'hui se sentent lésés par la CSG? Mais est-ce que globalement, il y a cette volonté de solidarité avec les enfants? Mais d'ailleurs, il la pratique. Parce que énormément d'argent part des grands-parents, par exemple, vers les petits-enfants. Encore une fois, je parle du tissu associatif, mais c'est quand même, je caricature. Donc le malaise est relatif, on peut dire. Si oui, mais non, mais ils sont conscients, mais ils n'ont pas envie qu'on les traite de nantis et qu'on leur fasse la leçon. Contrairement à ce que j'ai entendu, ils sont très intelligents, ils ont très bien compris. Quand vous gagnez 1 300 €, vous voyez bien que vous allez en perdre. Donc, ils se disent, mais on me traite moi de riche avec 1 300 €. Voilà. Ceux qui ont 3 000, ils ont, je pense, aucun problème. Ce qu'il faut dire, voilà, c'est peut-être si la CSG était même peut-être plus importante, mais c'est sur la question sociale, je crois. On veut parler, en fait, on voudrait remplacer la lutte des classes par la lutte des âges, quoi. Il y a une espèce de truc comme ça. Et en fait, derrière la lutte des âges, il y a quand même une question sociale. Et c'est comme si elle disparaissait au nom d'opposition entre les générations. Et il y aura, et alors il y aura une question sociale d'autant plus aiguë quand il va s'agir de la grande dépendance. On va en parler dans un instant, mais d'abord le portrait d'une infirmière. Elle travaille en EHPAD et elle est co-signataire d'un rapport explosif sur ces EHPAD dont un certain nombre de personnes, de salariés étaient dans les rues. D'ailleurs aujourd'hui, le portrait de cette personne par Thibault Nolte. Ils ont fait preuve d'engagement et méritent bien quelques encouragements. Tandis qu'un rapport parlementaire alerte sur la situation dans les maisons de retraite, une de ses co-auteurs y a travaillé plusieurs années. Alors faut-il faire une cure de Caroline Fiat? Depuis juin, Caroline Fiat fait partie des 17 députés de la France Insoumise. Entre quelques stars, Clémentine Autain, François Ruffin, une superstar, Jean-Luc Mélenchon, Caro est une anonyme arrivée au Parlement par accident, sa spécialité puisqu'elle est aide-soignante.
Caro est parlementaire novice, mais citoyenne d'expérience. Ambulancière, téléprospectrice, assistante commerciale, assistante de direction et enfin sous-infirmière depuis 2009, payée au lance-pierre et toujours en contrat précaire, le plus long, 3 ans en maison de retraite. Caroline, bonjour, bienvenue au Chrysanthème de l'Espoir. Ici, tout le monde est en contrat court, les soignants et bien sûr les pensionnaires. Notre ratio est de 4 virages pour un enterrement. Soigner les épuisés, les cabossés, leur administrer une douche en 6 minutes chrono, déshabillage, rhabillage compris, constater que les EHPAD n'ont plus les moyens de prendre en charge correctement nos vieillards touchés en moyenne par 7,9 pathologies, fait partie de son CV. Tous ces baby-boomers, ils ont connu les 30 glorieuses, la prospérité, le plein emploi. C'est la génération dorée, c'est la Golden Generation. Enfin là, c'est quand même un peu plus Golden Shower. Papa Fiat était de la CGT. Elle a milité aux jeunesses communistes dès 16 ans. Le Tavarich Méluche a même poussé sa candidature, bien qu'elle n'ait eu aucune chance, à la tête de l'Assemblée. Et la voilà auteur d'un rapport de première main sur la détresse des papis-mamies et de leurs soignants. Simple, pratique, populaire, une vraie Fiat. Merci Thibault Nolte. Benjamin. Le vieillissement, c'est un problème connu depuis bien longtemps par nos politiques. Pourquoi, à votre avis, eh bien, Frédéric Bizard, ça n'a pas été préparé ? Ça n'a pas été préparé parce que je pense qu'on a perdu l'état stratège qu'on pouvait avoir dans les années 50 et 60 depuis longtemps. L'autre point, c'est que notre système de santé, si on prend qui concerne beaucoup les seniors, a toujours été considéré comme le meilleur du monde et n'a pas été adapté, je dirais, à la réalité. La démographie. À la démographie, à la réalité du nouveau monde. Les questions de dépendance, on a essayé sous Sarkozy de le faire, mais je dirais qu'après la crise de 2008... Mais justement, on va l'entendre. On va entendre parce qu'il y avait ce projet de 5e branche de la sécurité sociale, comme il y a une branche famille, comme il y a une branche maladie. Eh bien, Nicolas Sarkozy avait lancé ce projet. On l'écoute, c'était en 2011. Nous déciderons cet été de la création d'une 5e protection, une protection pour la dépendance. Mon idée, c'est la suivante. Après avoir réglé la question des retraites, je souhaite que toutes les familles françaises puissent se dire, si je suis malade un jour, ou si j'ai à supporter les peines du grand âge, je dois pouvoir terminer ma vie dignement. Alors, réforme abandonnée quelques mois plus tard, en 2012. François Hollande lui-même en avait parlé, il ne l'a jamais fait. Vous pensez que c'est la solution miracle, cette 5e branche ? Non, mais encore une fois, c'est prendre la question du mauvais bout. Le vieillissement n'est pas un problème. C'est pas un problème tant que ça soit un vieillissement en bonne santé. Donc ce qu'il faut, c'est avoir des systèmes de santé, des systèmes de retraite qui puissent prévenir plutôt que simplement guérir. C'est le nouveau modèle dont je parle. Si vous voulez, il faut une protection sociale qui anticipe, qui agisse en amont du risque, le risque étant pour la santé et la maladie, mais pour les retraites étant la paupérisation. Donc il faut que les gens puissent préparer leur retraite le plus tôt possible, arrêter de faire croire que l'État va s'occuper de la retraite des individus. On est le pays avec les transferts publics les plus importants. On arrive au bout de cette logique-là. Donc il faut avoir un langage de vérité. Il faut agir sur le maintien en bonne santé. On n'a pas un système de santé, on a un système de soins. Est-ce que ça veut dire qu'il faut privatiser plus Non, ça n'a rien à voir avec la privatisation. Est-ce que ça veut dire que chacun doit anticiper personnellement, individuellement, sa retraite, c'est-à-dire avoir une assurance? Qu'est-ce qu'il faut? Est-ce que chacun doit prévenir sa vieillesse? Aujourd'hui, en moyenne, on vit jusqu'à 83 ans. On est 16 millions de retraités. Il y a 1,4 million aujourd'hui qui sont en situation de dépendance. En EHPAD Non, qui touchent l'APA. C'est une aide aux personnes en perte d'autonomie, si vous voulez. Bon, voilà. Ça a un coût. Ça nous coûte 25 milliards par an. Et a priori, ça ne suffit pas. Comment le financer, ce coût et ce surcoût qui va aller grandissant? Voilà. C'est-à-dire, après, il faut être d'accord. L'État dit, nous, on n'a plus les moyens parce qu'on doit respecter les critères. Bon. Les collectivités locales, on en a encore moins les moyens. Et il ne reste plus que les familles. Donc, est-ce que les familles sont d'accord, en fait, pour financer davantage le mieux vivre lorsqu'on, au quotidien, si vous voulez, c'est la solution la plus immédiate et évidente si on veut arriver à faire populaire, pas la plus facile à faire passer à la population, peut-être. C'est déjà quand même ce qui se fait, parce que je rappelle que
les premiers à intervenir, il y a bien sûr les gens dans ces métiers. Les premiers aidants, c'est les familles. Voilà, les premiers aidants, c'est les familles, c'est les proches, ce qu'on appelle les aidants de proches. Il y a à peu près 11 millions d'aidants de proches, dont la moitié sont des gens de plus de 60 ans. Ouais. Si on les payait, ces gens-là, ces 11 millions, c'est plus de 168 milliards d'euros qu'il faudrait mettre sur la table. Donc ils ont un rôle déjà énorme. Donc il y a ça à prendre en compte. Il y a la question de la prévention. Il y a la question de la prévention par rapport à l'organisation, mais il y a aussi une question de prévention par rapport aux soins et à la santé. C'est-à-dire que si on intervient plus tôt, on pourrait aussi réduire très fortement l'arrivée en grande perte d'autonomie. Donc on a aussi des enjeux. On dit que la France est quand même très bien dotée pour cela, non? Ben non. C'est-à-dire, non, en termes de prévention, c'est pas suffisant. Ben non, c'est-à-dire qu'on est à moins de 2% de tous les budgets sur la prévention. Un pays comme le Québec, c'est 8% par an. Donc non, on est resté, vous savez, c'est à la cure ou le care. Eh ben, on est resté dans la cure. C'est-à-dire qu'alors qu'aujourd'hui, le gros des problèmes de santé, ce n'est pas le formidable chirurgien de Grey's Anatomy. C'est des gens qui vont vivre peut-être pendant 50 ans avec une maladie, ce qu'on appelle les maladies chroniques. Ça peut être l'âge, ça peut être la personne qui a le diabète, ainsi de suite. C'est comment on accompagne. L'accompagnement. Voilà. Et je crois que c'est ça l'enjeu. Et derrière, il y a une question d'emploi, ainsi de suite. Et c'est sans doute un des choix à faire. Pour conclure. Non, pour conclure, je pense que ce n'est pas qu'une question financière. La question financière, elle est importante, mais en fait, elle est assez facile à résoudre. Hein. On va passer d'à peu près de 1,5 point de PIB à 2 points de PIB sur les 30 ans qui viennent, c'est-à-dire de 25 à peu près à 35 milliards. La France est largement capable de financer ça. Est-ce qu'il faut le socialiser complètement, en partie? Ça, c'est des questions politiques. Le plus important, c'est de changer complètement de stratégie en matière de protection sociale, encore une fois, d'agir en amont et de sortir de ce modèle corporatiste, de créer des systèmes universels. Très bien, merci à tous les trois. Puissiez-vous être entendus. Dans un instant, tension entre le Royaume-Uni et la Russie, aujourd'hui avec l'empoisonnement d'un agent double russe et de sa fille. Et puis, nous évoquerons aussi un cinéaste américain à l'humour absurdiste, Wes Anderson, qui va offrir une projection à des chiens. Et ça, ce sera avec messieurs Mauduit et Saltiel. Mais d'abord, Désintox, ce soir, une photo, la photo d'un enfant migrant de Syrie dont la légende est un peu arrangée. 4 mars, un enfant migrant de 4 ans entre la Syrie et la Jordanie croise une équipe du Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU. Il a dans son petit sac les vêtements de sa mère et de sa sœur tuées en Syrie. Avec ce tweet de la journaliste Laurence Haïm, une photo et une précision, il s'agit de la photo de la semaine dans notre monde sur les réseaux. Un internaute kényan l'a pourtant posté sur Facebook le 2 mars, soit 2 jours avant que la scène ne se déroule, si l'on en croit Laurence Haïm. En fait, ce cliché est bien plus vieux. Il date de 2014 et la légende qu'on lui appose depuis quelques jours est complètement fausse. Dès sa première publication, la photo avait donné lieu à un imbroglio. Une présentatrice américaine écrivait elle aussi, en février 2014, que Marwan, 4 ans, avait traversé tout seul le désert entre la Jordanie et la Syrie. Elle avait ensuite supprimé son tweet car l'auteur de la photo, un responsable du HCR en Jordanie, l'avait corrigé. Dans une série de tweets sur plusieurs jours, il précisait que l'enfant avait bien traversé la frontière. Photo à l'appui, il montrait que Marwan était en retrait par rapport à un groupe de plusieurs dizaines de personnes encadrées par le Haut Commissariat aux réfugiés. Le responsable du HCR précisait qu'il n'avait jamais écrit que l'enfant avait traversé le désert seul, juste qu'il avait été temporairement séparé de sa famille. Il expliquait également que l'enfant avait retrouvé sa mère peu après. Le tweet de la présentatrice américaine avait déclenché plusieurs milliers de partages. 4 ans plus tard, un tel message obtient encore plusieurs centaines de retweets. Malheureusement, le cliché n'a pas perdu de son actualité et les légendes qui l'accompagnent malmènent toujours les faits. Ouille. Bon, Désintox, merci. Oh, bonjour. Bonjour. Eh ben, vous n'avez pas boutonné. Ben non, c'est toujours votre décolleté d'épaule. Exactement. Et vous signez, dites donc, après-demain, votre bouquin de Mao à Mathusalem. Au Salon du Livre, à Paris. Au Salon du Livre, sur le stand de qui? Arte Édition. Formidable. On est bien accueillis. Xavier Mauduit, mesdames, messieurs, ça n'est pas rien. Et vous, le grand jury RTL, c'est dimanche de 12h à 13h avec Dominique de Villepin. Je suis femme sandwich, tête de gondole. Bon, maintenant, on va un petit peu parler du fond. Oui, Theresa May a sanctionné la Russie après avoir découvert l'empoisonnement, semble-t-il, ourdi par le KGB de M. Skripal, un ancien agent double. 23 diplomates expulsés et d'autres sanctions. Et vous avez voulu nous évoquer un incident en mer du Japon? Non, chez nous, en mer du Nord, mais c'est vrai qu'ils allaient vers le Japon, ces Russes. Un incident qui a failli, déclencher la guerre. Le 15 octobre 1904, la flotte impériale russe apparaît à Libau, c'est un port qui est aujourd'hui en Lettonie, et elle va traverser le monde, elle va en Extrême-Orient, parce que la Russie est en guerre contre le Japon. Bon, ça ne se passe pas aussi bien qu'on l'avait prévu. C'est pour ça que le tsar a décidé d'envoyer la flotte de la Baltique jusque dans le Pacifique. Et alors, le voyage s'annonce très très long, parce que le Royaume-Uni,
qui est allié au Japon, a fermé le canal de Suez. Il va falloir faire tout le tour de l'Afrique. Oh, les marins russes, ils voient un petit coup parce qu'il faut patienter. Et dans la nuit du 21 au 22 octobre 1904, alors qu'ils traversent la mer du Nord, c'est l'effroi. Au moment du passage de Doggerbank, c'est une zone entre le Royaume-Uni et le Danemark, ils voient devant eux des lance-torpilles japonais, oui, des navires japonais, eux aussi ont traversé la mer. Vite, vite, on tire des coups de canon. Bah, on boit un petit coup aussi parce qu'il faut se donner du courage. Un peu de vodka. En couler quelques-uns et là, étonnamment, il n'y a aucune riposte, aucune représailles, ce qui est assez normal parce que ces navires de guerre japonais sont en fait des bateaux de pêche anglais. Ce sont des chalutiers, voilà. Alors bon, on pense que c'est un abus de vodka, sans doute, et puis surtout beaucoup d'impréparation qui explique cette redoutable méprise. En Angleterre, c'est un scandale, mais gigantesque. On imagine que la guerre entre les deux pays, l'Angleterre et la Russie, est possible. Et il y a une commission d'enquête internationale qui règle la question et qui dit que la Russie doit payer. Mais ce qu'on voit surtout à ce moment-là, c'est la nullité des marins russes, parce que leur armada a tué 3 pêcheurs anglais, ce qui est pas bon, c'est beaucoup, mais ce qui est quand même rien. En vérité, en plus, ils se sont tirés entre eux, les Russes. C'est absolument ridicule. Les bras cassés afghans. Quand ils arrivent au Japon, les Russes se prennent une déculottée comme ils n'en ont jamais connu. Alors, pour finir, quand même, ils se sont réconciliés depuis, ces Russes et ces Anglais. Et vous allez voir ça en 1956, des marins soviétiques qui chantent en anglais à Plymouth. Ah, la bonne entente. Oui. Ah, c'était le bon temps, c'est pas près d'arriver là en ce moment. Alors, c'est le plus merveilleux des cinéastes américains. Il s'appelle Wes Anderson. Il avait fait un film extraordinaire avec des petits renards. Et là, il va sortir L'île aux chiens, Mr. Fox. Et que va-t-il préparer à San Francisco? Ça sera lundi prochain, où une centaine de chiens vont vivre leur première expérience de cinéma. Et oui, ils sont attendus au Roxy Theater de San Francisco pour assister logiquement à L'île aux chiens, à la projection de L'île aux chiens, qui est donc son dernier film d'animation. Et on peut miser sur des croquettes en lieu et place, des pop-corn pour saluer cette première. Bien évidemment, les chiens devront être accompagnés de leurs fidèles propriétaires pour rentrer dans cette salle qui devrait vite se transformer en chorale canine. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, que vous ne disposez pas de chien, vous pouvez également assister à la projection. Je vous souhaite bon courage. Alors, au-delà de ce coup de communication où on reconnaît la patte légèrement barrée du cinéaste américain, des études prouvent que les chiens sont plutôt sensibles à l'image de leurs congénères sur les écrans. Pour s'en convaincre, il suffit de regarder Dog TV, cette chaîne spécialement destinée aux chiens qui est diffusée aux États-Unis depuis 2012 et en France depuis 2015. Alors vous le voyez, c'est un flux continu de toutous sous une musique mielleuse. Et un peu de Rasténique, la chaîne. Oui, c'est vrai. Oui, c'est normal parce que en fait, ils regardent cette télévision pour attendre patiemment le retour du maître. Et oui. Dog sitting, enfin human sitting. Alors vous ne croyez pas si bien dire, Elisabeth, puisque des petits Français ont même imaginé quelque chose d'encore plus fou pour déculpabiliser les propriétaires absents. Ils ont lancé un robot baptisé Laika, un robot d'accompagnement qui dispose d'une caméra pour surveiller l'animal et vous le voyez, pour lui envoyer des friandises à distance en appuyant sur un petit bouton. Donc c'est donc un animal, enfin un robot de compagnie pour accompagner un animal de compagnie. Bref, vous l'avez compris, chien et chat sont un business florissant qui monte d'ailleurs à 90 milliards d'euros à l'échelle mondiale. Un nouvel os à ronger pour le géant suédois Ikea qui lui vient d'en lancer sa toute dernière gamme à destination des petites bébêtes qui s'appelle l'Urving. Vous connaissez le suédois par cœur, ça veut dire quoi l'Urving? Non. Ça veut dire poilu, mais bien vous, comme vous d'ailleurs, Xavier. Voilà, poilu avec donc des lits pliables. C'est du mobilier pour chiens. C'est du mobilier pour chiens, il y a des gamelles design, il y a des petites niches d'intérieur, bref, c'est un véritable paradis canin de l'ameublement qui a de quoi tenir en laisse le consommateur. Mais les chats sont jaloux. Ah oui. Alors merci mes amis, merci. À suivre sur l'antenne d'Arte Chérie, la mini-série britannique Monstre sacré, multiprimée sur une star masculine de la TV britannique accusée de harcèlement sexuel. On se retrouve demain avec le club. Et puis n'oubliez pas, samedi, il y aura Monsieur Mauduit au Salon du Livre. Dimanche, Monsieur Sportouche, le grand jury RTL. Et puis quoi d'autre? Et Ludmila Ulitskaya qui sera également dimanche au Salon du Livre, mais pas à la même heure, ouf, que le jury RTL. Et en clin d'œil à notre invité Ludmila Ulitskaya, précisément un DJ russe. Oma, il aime la polka et la vodka, et c'est tout. Tchuss. Mon papa ne veut pas que je danse la polka.